les gardes pénitentiaires, ce qui se passe dans la circulation avec les militaires et ce qui se passe lors des manifestations avec les militaires, je pense qu'on ne peut pas compter sur le corps habillé togolais. On ne peut pas compter sur le corps parce que c'est des gens à combattre aussi. C'est des gens à combattre. Je ne sais pas comment on va le faire, mais c'est des gens à combattre. Si jamais ce régime-là tombe, on doit tous les ramasser. Des gens qui savent torturer. J'ai un oncle, il est mort, Gérard. Il était un opposant au temps de Yadema. Ils ont rendu le gars là impuissant parce qu'ils ont mis courant dans sa partie intime. Vous imaginez? Il a électrocuté le pénis d'un être humain. Ce gars-là a été maladif. Il a été enterré dernièrement. Le Togo s'est torturé. Aujourd'hui, Aziz Goma. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons une émission. Je ne vais pas faire une longue introduction, tout simplement vous dire que je reçois en ce jour une sœur, Emenifa Eklou, du Togo. Pour la première fois, une sœur qui va nous parler de la situation sociopolitique de ce beau pays-là. Aujourd'hui, dans ce cadre de plusieurs émissions qu'on a eues ensemble, qu'on a partagées sur cette chaîne, sur le Togo, nous allons parler justement de ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple togolais se tient debout depuis au moins une vingtaine d'années, mais continue la lutte parce qu'il croit en la dignité de leur peuple et au fait qu'il y a lieu en ce qui concerne leur souveraineté, la position du peuple d'être libre et de décider par lui et pour lui-même. Alors, en ce sens-là, je vais accueillir une sœur, rarement, vous voyez, mais c'est une sœur, une militante, vous allez voir de par sa détermination, ses propos, qu'elle se tient debout avec son peuple pour se battre contre le gouvernement en place. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes ouverts à entendre tous les sons de cloche, mais aujourd'hui, c'est le peuple qu'on laisse nous indiquer où il se situe par rapport à tout ça, par rapport à ce régime. Alors, comme vous savez, sur cette chaîne, on se dit toujours qu'on fait les choses de façon informelle, mais dans le respect normalement, parce qu'on reçoit des personnes formidables qui ont beaucoup à offrir et beaucoup à partager. Donc, j'avais déjà mentionné à ma sœur que je vais la tutoyer pour une question de se mettre à l'aise, d'avoir ce côté convivial. Et donc, elle a accepté, on va continuer comme ça. Et elle va aussi me tutoyer pour rendre la chose beaucoup plus intéressante. Et sans plus tarder, faisons vraiment connaissance avec cette sœur-là. Alors, nous recevons notre sœur Emenifa Eklou. Alors, ma sœur Emenifa, comment ça va? Oui, on peut dire que ça va. Dieu merci. Merci beaucoup de me recevoir. Merci de nous donner cette opportunité de parler de notre cher le Togo, qu'on aime tant et qui est en train de vivre autant pour moi une période très, très, très cruciale de son histoire. Merci à toi, Manzé. Alors, très cher, si on a retenu un petit peu de ton passage, de ton parcours, quel serait ce qu'on devrait retenir? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis de formation bancaire, donc rien à voir avec la politique, rien à voir avec le social, mais je dirais que je suis quelqu'un qui est passionné par la justice sociale. Je suis passionné par la défense des droits humains et de la liberté fondamentale, ce qui est même le socle, ce qui est le moteur même de mon engagement, de mon activisme, ce qui me pousse à investir beaucoup dans le réveil de mes concitoyens. Je m'investis beaucoup dans la sensibilisation, tant sur le terrain et tant sur les réseaux sociaux. Je m'investis également, surtout, je déploie beaucoup d'énergie pour la libération des détenus politiques. Ça, parce que là, il s'agit des vies humaines, donc je déploie beaucoup d'énergie pour leur libération et pour le soutien de leur famille. Dans le souci de répondre, d'apporter une solution à un problème à la jeunesse togolaise, j'ai eu à initier un programme d'éducation sexuelle dont j'anime dans des établissements scolaires, jeunes et d'enfants. Parce que ce projet d'éducation sexuelle, là, ça prend en compte les enfants de 5 à 20 ans. Qu'est-ce qui m'a poussé à initier ce projet? J'ai remarqué qu'il y a on relève beaucoup de cas de grossesse non désirée, de cas de grossesse précoce dans les milieux scolaires. Les enfants qui subissent des abus et des agressions sexuelles, qui n'arrivent pas à en parler et qui n'arrivent pas à avoir justice. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me battre contre les organisations qui sont là, qui reçoivent des financements
changement dont on ne voit pas le fruit sur le terrain, je vais plutôt m'attaquer à la source, donner la connaissance nécessaire à ces enfants, à cette jeunesse-là pour éviter d'être victime de ce genre de situation. Donc voilà un peu en grosso modo, bien en résumé, ce que je peux dire sur ce que je fais. Merci beaucoup. Mais maintenant, en ce qui concerne ton militantisme, est-ce que la piqûre a été faite ou subie parce que tu as vu ce qui se passait au sein de la société togolaise? Est-ce que c'est en fonction de la famille? Parce que des fois, c'est les parents qui sont eux-mêmes militants et donc finalement, on continue sur le même chemin. Ou il y a eu un événement particulier qui t'a poussé à dire non, basta, là, je mets mes pieds et je pousse vers un changement majeur au sein de la communauté. En fait, mes parents ne sont pas du tout des militants. Mes deux parents sont des enseignants, aujourd'hui retraités, mais je dirais qu'ils ont été ceux-là qui m'ont fait connaître qui je suis. Parce que je les entendais, j'avais quel âge? Peut-être 9 ans, 10 ans comme ça. Je les entendais se plaindre de leur salaire, de leur traitement, de ce qui se passe au Togo et tout ça. Et j'ai dit, mais je commençais tout jeune à me poser des questions. Et pendant ce temps, il y avait un parti politique au Togo qui s'appelait UFC, qui organisait le parti politique du fils du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Son fils s'appelait Jikes Olympio. Donc, il y avait des voisins, des voisines qui parlaient de Sylvanus Olympio, qui parlaient du changement, qui disent que non, et Yadema doit quitter le pouvoir. Il est la cause du malheur. Il faut qu'il quitte pour qu'il puisse manger, il puisse avoir. Donc, j'ai dit, mais si c'est comme ça, il faut que je me mette. Parce que moi, je vois que mes parents, là, ils sont en train de parler. Puis, la vie que je voudrais avoir en tant qu'enfant, je voyais que je ne l'avais pas. Puisqu'on avait des voisins qu'on appelait en ce temps des riches, je vois qu'ils avaient des vélos, je vois qu'ils allaient à la piscine, je voyais que leurs parents avaient une voiture. Moi, pour avoir le vélo, il faut que j'aille quelque part payer de l'argent pour pédaler le vélo. Donc, tout ça, là, ça m'indignait. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces gens-là ont et que moi, je n'ai pas? Alors, puisque mes voisins et tout le quartier parlent du changement, parlent que non, c'est Yadema qui est la cause du malheur, voilà, quand on appelle aux manifestations, je partais. Toutes les activités des jeunes dans le quartier, en ce temps-là, je partais. Au point même, une fois, je revenais d'une manifestation, j'avais quel âge? 10 ans ou 11 ans, mon père m'a foutu dehors. Mon père m'a foutu dehors. Il m'a dit, oui, il m'a foutu dehors. Il m'a dit, va chez ta mère, ne viens pas me poser des problèmes ici. Bah, je suis partie dès que je repose mes bagages, je suis repartie. Donc, ça a commencé par là. En 2005, lorsque Yadema était mort, on était très contents. C'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup en profondeur la réalité politique. Regardez l'âge, la réalité politique du pays, mais j'étais content parce que j'entendais dire que c'est lui le malheur. Et Yadema doit partir, et Yadema doit partir. Maintenant, il est mort. Donc, on est descendu dans les rues, on creusait même dans les rues. C'est que tout ce qu'on dit non de faire pour que le changement vienne, le peu que je pouvais, je le faisais. Donc, en 2005, lors des élections, je n'avais pas 18 ans, mais j'ai entendu dire qu'il faut aller sécuriser les votes. Je suis partie. J'ai dit non, je ne vote pas, mais je suis allée sécuriser les votes. Je suis là. Il ne faut pas qu'on vole les urnes. Je suis partie. Et c'était le jour-là que j'ai compris, j'avais 15 ans, que j'ai compris que nous sommes face à des gens qui n'ont aucun pitié. Parce que c'est le jour-là, j'ai vu les militaires emporter les urnes. On parlait, mais je ne l'avais jamais vu. J'ai vu les militaires emporter des urnes, des gens escalader. J'ai vu un manchot. Est-ce qu'on dit manchot? Non. Quelqu'un qui n'a qu'une seule jambe, qui a laissé ses béquilles et a escaladé un mur haut. J'ai dit, ah bon, là, oui. Et j'ai couru le jour, je ne pense pas que je peux encore courir comme ça de ma vie. J'ai couru en train d'alerter des gens sur mon chemin. Les gens, et les militaires tirent, ils ont emporté les yeux, ils ont emporté les militaires tirent. Ah! Bon, je vais vous épargner tous les détails. C'est là, mes parents ont dit, non, mais si on ne fait pas sortir l'enfant là du pays, on risque de la perdre. Donc, c'est comme ça, ils m'ont envoyé chez ma grande sœur au Sénégal. Donc, quand je suis venue, il n'y a pas une activité politique, il n'y a plus rien. Donc, j'ai cessé comme ça et j'ai eu à étudier. Maintenant, ce qui m'a réveillée, qui m'a réveillée, c'était notre consoeur Farida Nabourema Bemba. Je me promenais sur Facebook et j'ai vu une de ses vidéos. Elle parlait Mina, elle parlait français, elle parlait de la situation du Togo. J'ai dit, minute, on peut faire ça.
ça. Donc, tout ce que j'ai en moi, il y a quelqu'un qui fait ça, on peut parler comme ça. C'est comme ça que ça a repris jusqu'en 2018. Je suis revenue au Togo et voilà, et je me suis lancée pleinement dans cette activité parce que je porte cette conviction-là. Et ce qui m'a encore plus motivée, c'est que le Togo n'a jamais changé. Ça faisait combien? 18 ans, je crois, que j'étais partie. Je suis revenue trouver les choses pires qu'avant. Je suis repartie dans mon quartier d'enfance. Les maisons étaient toujours dans les mêmes états pires. Là où il y avait toujours des trucs d'eau, les mares d'eau étaient toujours là-bas. C'est que j'ai dit non, mais il faut que ce pays-là change. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à prendre un peu, écouter de gauche à droite, à accompagner certains camarades qui avaient de l'expérience un peu. Et puis voilà. Et je suis aussi ici aujourd'hui. Et la lutte continue en fait. Mais là, le gouvernement reste de glace. Il continue à faire ou à poser les mêmes gestes. On a eu et on entend qu'il y a des prisonniers politiques. Est-ce que vous avez un chiffre, par exemple, de prisonniers politiques? Est-ce que vous pouvez dire, bon, il y en a 100 000, il y en a 200, il y en a 50? Est-ce que c'est des chiffres que les militants connaissent? Est-ce que toi-même, tu as des personnes que tu connais qui sont actuellement en prison à cause de leurs convictions politiques? Comme je l'avais dit dans ma présentation, je mets beaucoup d'énergie pour la libération des prisonniers politiques. Bon, je connais une seule personne qui était amie à moi, qui a été arrêtée tout récemment, qui s'appelle Afesio. Oui, même pas une personne. Afesio, il y a Armand et ses camarades. On a eu à faire des activités ensemble, oui. Mais bien avant eux, je ne connaissais personne d'eux. C'est juste cette conviction-là, cet amour-là que j'ai pour le pays, cet amour pour défendre la justice, dénoncer les injustices qui m'a fait entrer en contact avec ces prisonniers-là. Avant le 6 juin passé, on avait un peu plus de 113 prisonniers politiques. Et aujourd'hui, je pense que nous serons à plus de 200 prisonniers politiques. Parce que les événements de 6 juin, ils ont raflé beaucoup de personnes et ils continuent de rafler les gens. Donc, on a plus de 200 prisonniers politiques actuellement au Togo. Même si ce gouvernement diabolique dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, j'aimerais bien qu'ils viennent me donner la définition de prisonniers politiques, ce qu'on appelle prisonniers politiques. Si ces gens qu'ils ont incarcérés ont volé leurs moutons, ont tué leurs parents, qu'ils viennent nous dire quelle qualification ils donnent à ces gens si ce ne sont pas des prisonniers politiques. Voilà, on a plus de 200 prisonniers politiques aujourd'hui. J'ai suivi de près le dossier de Hamon et qui a fait je dirais pas hit parce que c'est un peu minimiser la chose, où on en a beaucoup parlé, il y a eu une couverture quand même soutenue à travers le monde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on l'a juste relâché et que la vie continue? J'ai vu qu'il a participé dernièrement aux manifestations avec sa mère. Quelles sont maintenant sa position face au gouvernement? Est-ce que ça reste encore un militant digne qui reste debout? Comment la population perçoit en fait ce qui s'est passé avec lui? Comment on l'a relaxé? En fait, je pense que Amron même, il était surpris de se retrouver dans cette position-là. Parce que c'est vrai que moi, je ne le connaissais pas. C'est vrai que je croisais ses lives de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il parlait de la situation du Togo comme nous tous, mais il n'était pas connu. Je suis sûre, il ne dira pas le contraire. Je pense que même il avait déjà dit ça dans un de ses lives. Il est surpris lui-même de se retrouver dans ce genre de position. Mais à mon avis, je crois qu'il a les mêmes aspirations que le peuple togolais. Il a soif du changement. Il veut voir un nouveau Togo, en fait. Je ne pense pas, ma sœur, que nous aurons les mots nécessaires pour exprimer à quel point nous avons soif d'un nouveau vent au Togo. À quel point nous pouvons décrire notre aspiration de l'alternance au Togo. Parce que ce régime-là, c'est que je n'ai pas de mots. Quand j'utilise certains mots, je me dis que mais c'est trop petit par rapport à ce que nous vivons. Ce régime-là a foutu 2 générations en l'air. La génération de mes parents, ma génération, notre génération, est sur le point de foutre en l'air la génération de nos enfants. Donc ça, c'est difficile à supporter. C'est difficile à supporter. Quand vous lisez les écrits de Amron, vous comprendrez que il est conscient que ce régime-là a gaspillé son talent, a gaspillé son avenir. Parce que c'est un gars plein de potentiel, c'est un gars plein de talent. Mais à cause de la situation sociopolitique du Togo, il n'a pas pu vivre ses rêves. Il est contraint à vivre, à la limite
de ce régime-là. Donc, tout ça, ça révolte. Certains d'entre nous, nous sommes révoltés. Je le dis souvent dans mes lives, moi-même, je suis plus que révoltée contre ce régime-là parce que j'ai un rêve. J'avais un rêve. Je voudrais devenir quelque chose. Mais parce que nous ne sommes pas dans un pays qui est gouverné comme il faut, mon avenir est saboté. Je n'ai pas eu la chance de vivre ce rêve-là. Et chaque fois que je me réveille, chaque fois que je me balade, chaque fois que je me retrouve dans des manques, je suis énervée, je suis révoltée et j'ai envie de lutter. Donc, ce que fait Amouron, je ne pense pas que ça va s'éteindre. Peut-être qu'il dira non, il va se reposer. Mais cette rage-là, ça ne peut pas quitter parce que c'est une conviction, c'est une vie, c'est la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, Amouron est une icône pour bon nombre de jeunesse togolais parce que la majorité de la jeunesse togolaise se retrouve beaucoup en lui. Se retrouve beaucoup le courage qu'il a de faire sortir sa rage, le courage qu'il a de dire les choses drues, le courage qu'il a de dire les choses telles qu'il est. Et chaque Togolais se retrouve dans tout ce qu'il dit. Donc, le peuple togolais s'attend beaucoup à lui, même si c'est une erreur. Parce que ce n'est pas Amouron qui viendra libérer le Togo. Ce n'est pas Amouron qui va sauver le Togo. Sans le Togolais, Amouron n'est rien. Amouron, dans ses propos, dans ses écrits, dans ses lives, il le dit si bien. Il conscientise le peuple. Il veut que le peuple soit comme lui. Et si on a peut-être, nous sommes combien? 7 millions d'habitants au Togo. Si on a 1 million d'Amouron, je pense que le régime là serait déjà à terre. Donc, c'est ce que Amouron veut. Amouron ne veut pas qu'on fasse de lui une icône. Amouron ne veut pas qu'on fasse de lui une idole, mais Amouron veut qu'on soit comme lui, qu'on fasse comme lui, qu'on a le même courage comme lui. Voilà. Bon, j'ai vu des images vraiment troublantes. Des femmes qui ont été bastonnées. Il y a une femme, j'ai vu, on m'a envoyé l'image, même ses fesses ont changé de couleur à force d'être bastonnées par des militaires. Elle pleurait, elle expliquait la situation. J'ai vu des jeunes hommes qui ont été aussi... Les actes d'exaction sont tels, on ne veut même plus y penser. Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tes parents ne te menacent pas pour te dire il faut arrêter ma fille parce que nous, là, on a la trouille, on ne veut pas te voir dans de telles situations? Bien sûr, les gens ont peur pour moi, surtout mes parents, ma maman qui me supplie, mon papa même qui va jusqu'à se fâcher, dit mais je vais te renier par moment. Mais c'est une conviction qu'on porte. Je leur explique. À mon âge, je ne peux pas vous donner telle somme. Pour moi, c'est révoltant. Je ne suis pas paresseuse, je ne suis pas bête, j'ai des compétences, je peux faire beaucoup de choses, mais dans ce pays-là, parce que le pays est mal gouverné, je suis là encore à vous demander, à vous, mes parents, de m'aider. Donc, si cette situation-là ne vous révolte pas, moi, ça me révolte. J'ai vu comment vous travaillez, vous vous êtes battus, je ne veux pas vivre la même chose. Peut-être je suis en train de vivre la même chose, mais je vais éviter ça à mes parents. On a peur. Vous savez, ma sœur, le Togo, on vit le paroxysme de la répression au Togo. Une répression qu'on ne peut pas qualifier. Une répression qui ne dit pas son nom. Dans les autres pays, au moins, on a de l'indulgence envers les femmes. Mais au Togo, on n'a pas d'indulgence. On frappe les femmes enceintes. On frappe les vieillards. On tabasse. Vous avez vu les images, ça là, ce ne sont que des images. Il y a des vraies choses qu'on ne sort pas sur les réseaux. Ce qui fait que la majorité des femmes qui sont engagées ont peur de prendre la parole en public. Parce qu'il y a cette peur-là. Aujourd'hui, je suis au Sénégal, pas parce que j'ai envie de revenir au Sénégal. C'est vrai que j'ai grandi ici, mais j'étais rentrée au Togo dans l'espoir de travailler, dans l'espoir de me réaliser, dans l'espoir de vivre chez moi. Mais aujourd'hui, je suis poussée à revenir au Sénégal, à recommencer à zéro parce que si je restais au Togo il y a longtemps, on m'aurait vraiment... Si j'étais restée au Togo pendant cet événement de 6 juin, c'est sûr que soit je serais morte, soit je serais quelque part, ce qu'ils allaient me faire. On peut même pas imaginer. J'ai peur, oui, mais la conviction est plus grande. Le révolte est plus grande. L'envie de voir dégager ce régime-là est plus grande que cette peur-là. C'est ça qui nous donne la force et le courage d'aller au-delà de la peur. Sinon, nous avons peur. Mais maintenant, je sais qu'il y a un des partis et j'ai reçu l'un des membres, Joël Amouvin, à plusieurs émissions. Au-delà de ce parti politique, est-ce qu'il y a d'autres partis d'opposition à ce gouvernement-là? De nom, oui, on peut dire qu'il y a des partis de l'opposition. Mais c'est les leaders de ces partis de l'opposition disent
confessent que ce régime est implacable. Explique-nous ça. Voilà. Mais c'est ça, il y a les vidéos partout, ils disent que ce régime est implacable. Ça fait des années, ça fait bientôt 60 ans qu'ils sont en train de lutter pour dégager ce régime-là. Mais ils n'y arrivent pas. Ces mêmes leaders de l'opposition disent qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Parce que eux, comme en tant que parti politique, en tant que leader, ils ne peuvent pas sauver le pays. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc, la situation au Togo aujourd'hui, c'est le peuple. Mais malheureusement, ce peuple-là n'est pas conscient. Ou bien ce peuple est conscient, mais n'est pas conscient de sa force, de son pouvoir. Il se laisse envahir par la peur. Le peuple togolais, seul le peuple togolais ne sait pas que si il se met dans les rues, dans sa totalité, ce régime-là va tomber. Seul le peuple togolais ne sait pas. Les autres peuples le savent. Le gouvernement même le sait. Les leaders de l'opposition le savent. Mais seul le peuple togolais ne sait pas parce que non, ils ont peur. Bon, mais ça fait des années qu'on nous tue, mais on reste debout. Ça fait des années qu'on nous reprime, on reste debout. Moi, j'ai vu une autre lecture de ça. C'est que on vous tue, on nous frappe, on nous reprime, on fait tout ça. Ma sœur, quand je vous dis que le Togo a atteint le paroxysme de la répression, c'est qu'il faut comprendre. S'il y a un mot au-delà du paroxysme, c'est ce que nous allons employer. Le Togo s'est torturé. Si tu tombes entre les mains de ces gens, tu ne reviens plus normal. Soit tu ne reviens pas vivant, soit tu ne reviens pas normal. Le Togo s'est torturé. Le Togo s'est détruit des vies. Le Togo s'est, comment je vais dire, le Togo s'est détruit, le Togo s'est tué. Mais malgré ça, on se lève. Malgré ça, on se lève. Mais il faut comprendre que rien, aucune répression ne peut éteindre la soif de l'alternance, la soif de la démocratie d'un peuple. Peut-être le peuple togolais, moi je crois que c'est peut-être inconscient, mais moi je le comprends autrement. On te frappe, on te tue, mais tu te lèves. On te frappe, on te tue, mais tu te lèves. On te frappe, on te tue, mais tu reviens. Mais c'est qu'il y a une force dont tu dois être conscient. Rien ne peut éteindre ça. Que le régime Faure Gnassingbé le comprenne. C'est eux qui voyagent, c'est eux qui ont fait des grandes études, c'est eux qui lisent des livres. Nous avons tellement faim que nous ne pouvons même pas lire des livres. Parce que quand tu as faim, tu ne peux pas lire. Mais eux, ils ont fait de grandes études, ils ont lu. Ils savent, ils sont conscients que rien, plus rien ne peut éteindre l'aspiration de la démocratie, l'aspiration de la liberté d'un peuple. Lorsque Tikpi Achadam s'était levé en 2017, il y a un des ministres là, ce voyou de Bawara, qui a dit plus jamais cela. Parce que la mobilisation qui était, ils n'ont jamais rêvé ça. Il dit plus jamais cela. Mais le 6 juin devait l'enseigner. Dès que tu déposes une demande de manifestation, non. Demande de manifestation, non. Mais le 6 juin, la jeunesse était descendue dans les rues de façon spontanée. Est-ce qu'on a eu à demander l'autorisation pour sortir? On n'a pas eu besoin de sortir. Même s'ils nous répriment aujourd'hui, demain, on va encore se lever. S'ils nous répriment demain, après, ils vont tomber. Ils finiront pas tomber. Ils finiront pas tomber. Ils finiront pas tomber. Rien ne peut éteindre les aspirations d'un peuple. En tout cas, pas moi. Parce que quand je vois ma vie d'aujourd'hui et je vois ce que je rêve, j'ai rêvé, franchement, ma colère là, ça peut pas s'éteindre. C'est pas possible. C'est pas possible. Chère, tu me donnes la chair de poule. Mais maintenant, la question que j'aimerais te poser, est-ce que justement, le fait que les militaires, la force autoritaire du pays, marche encore avec le gouvernement, ne fait pas en sorte justement que le peuple n'arrive pas à faire ressortir cette revendication-là et à changer le régime? Effectivement, oui. Parce que dans beaucoup de pays, on a vu que les militaires se sont mis debout et ont supporté leur population. Si nous prenons l'exemple de l'AES, par exemple, le Mali, les militaires sont restés debout avec le peuple. Au Burkina Faso, Niger, est-ce que c'est pas ça qui manque justement aux Togolais? Effectivement, nous sommes l'un des peuples qui a le plus souffert sur cette terre et continue de souffrir parce que le Togo a 100 ans de retard. 100 ans de retard parce que je ne sais pas si vous avez déjà été une fois au Togo, on se croirait dans un gros village. Même les villages des autres pays se développent aujourd'hui. Effectivement, nous n'avons pas une armée républicaine. C'est ça la grande force, le grand rapport de force qu'a ce régime-là. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'avec ou sans cette armée-là, nous allons réussir à chasser Faure Gnassingbé. Maintenant, le hic, c'est que il y a des militaires qui souffrent.
Il y a des militaires qui vivent des situations pires que nous. Mais je me demande comment se fait-il que vous avez des armes. Vous êtes plus proche des gens là que nous. Mais vous n'arrivez pas à faire en sorte que nous nous libérons. C'est ce que je ne comprends pas. Il y a certains qui disent que non, des manifestations, ce ne sont pas des Togolais militaires qu'on sorte, ce sont des militaires d'autres pays. Mais les militaires du Togo, ils font quoi exactement? Je suis dans le même questionnement que vous. Quand vous lisez notre constitution, l'armée, il a le devoir de mettre fin à ce régime-là. Mais presque 60 ans, ils sont en train de servir le même régime. Au début, on disait que c'était Tidjani, mais on a vu la fin de Tidjani. Après, on dit que c'était, comment il s'appelle, le gars là. Après, on a vu comment il termine. Finalement, on se dit dans l'armée, Yark, on se dit dans l'armée, qui gouverne, qui dirige? Cette histoire de l'armée, nous-mêmes au Togo, ça nous dépasse parce que on ne comprend plus rien. Et l'armée togolaise, ma sœur, l'armée même, c'est pour faire joli, c'est pour rendre ça légitime aux yeux du monde. C'est des barbares dans la vie de tous les jours. Ma sœur, dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas seulement pendant les manifestations, même dans la vie de tous les jours, dans la circulation, tu vois un militaire gifler une femme, tu vois un militaire gifler un homme, tu vois un militaire. Je sais que les militaires togolais incarnent la barbarie. Je ne sais pas ce qu'on leur donne pendant leur formation, mais ces gens, ce ne sont pas des humains. Ces gens, ce ne sont pas des militaires. Parce que les militaires sont censés protéger le peuple. Les militaires sont censés défendre un peuple. Mais quand tu vois le militaire togolais, tu as peur. Quand tu sors de la maison, tu croises un homme en tenue, tu réfléchis. Parce que c'est des gens barbares. Pour que je me demande si c'est toujours le régime qui fait ça ou bien c'est eux-mêmes qui abusent de leur pouvoir. Ils te parlent comme des chiens. Ils te parlent comme si, alors que quand tu vois leur vie, nos vies même sont mieux que leur vie. Donc, les militaires, je ne sais pas ce qu'on leur donne pendant leur formation. Et j'ai eu à faire une vidéo interpellant les militaires d'autres pays qui n'appellent, je ne jamais appeler les militaires togolais leurs collègues. Pire, les gardes pénitentiaires, ma sœur. Les gardes pénitentiaires couchent avec les femmes prisonnières. Vous imaginez? Pour avoir seulement à manger, ou bien pour avoir un espace humain où dormir. Il faut coucher avec les gardes pénitentiaires. Et ce responsable de prison, comment il s'appelle? Balaka? Je ne connais pas le nom du directeur, mais de l'administrateur, parce que j'ai déjà eu à rencontrer le directeur compte tenu d'un problème. Je vais en revenir. Cet administrateur, il prend plaisir à la souffrance des prisonniers. Quand les prisonniers souffrent, c'est là il se sent grand. C'est là il se sent important. Parce qu'il y a des choses qui se passent en prison que tu ne peux même pas imaginer. Il a fallu que je dénonce certaines choses pour que ça s'arrange un peu. Mais à l'intérieur, c'est de n'importe quoi. Mais quand c'est comme ça, tu te sens seul face à ce grand problème. Tu ne peux pas tout faire. Tu amènes le pain en prison, on te dit non, tu ne peux pas amener ce pain-là. Nous, on produit le pain en prison. Mais le pain qu'ils produisent en prison, non seulement les prisonniers, souvent, ils n'ont pas les moyens de les acheter, mais c'est le même pain qui n'a pas de goût, qui n'a pas de nutriments. Ils exigent les prisonniers à manger les pains que eux ils produisent en prison, mais ils ne donnent pas de l'argent à ces prisonniers-là. Maintenant, quand nous venons en visite une fois par semaine, une fois par 2 semaines, les parents apportent du poisson, apportent de la nourriture, ils disent que c'est beaucoup. Quand tu vas à visite à la prison civile de Lomé, tu apportes peut-être 3 bols de riz. Ils disent que non, 3 bols de riz, c'est beaucoup. Il faut aller prendre l'autorisation. Tu envoies du poisson. Non, le poisson est trop. Il faut prendre de l'autorisation. S'ils ne confisquent pas le poisson, ils doivent diminuer. Eux-mêmes, ils vont manger. Tu apportes du jus. Ah, c'est aux prisonniers que tu apportes du jus. Mais le prisonnier, c'est pas un être humain. Des gens que vous avez torturés, des gens que vous avez laissés pour morts. Certains sont paralysés, dont Aziz Goma, sans parler de ceux qui sont morts et laisser leur famille derrière. Vous ne vous occupez pas de leurs soins. Vous ne prenez pas en charge leurs soins. Vous avez raté de les tuer. Maintenant que les familles prennent en charge leurs soins, veulent les nourrir, veulent les garder en vie, vous refusez. Parce qu'ils se disent des gens en tenue. Ce qui se passe en prison avec les gardes pénitentiaires, ce qui se passe dans la circulation avec les militaires et ce qui se passe lors des manifestations avec les militaires. Je pense qu'on ne peut pas compter sur le corps habillé togolais. On ne peut pas compter sur le corps parce que c'est des gens à combattre aussi. C'est des gens à combattre. Je ne sais pas comment on va le faire, mais c'est des gens à combattre. Si jamais ce régime-là tombe, on doit tous les ramasser. Des gens qui savent torturer. J'ai un oncle, il est mort, Gérard. Il était un opposant au temps de Yadema. Ils ont rendu le gars là impuissant parce qu'ils ont mis courant dans sa partie intime. Vous imaginez? Il a électrocuté le pénis d'un être humain. Ce gars-là a été maladif. Il a été enterré dernièrement.
Le Togo s'est torturé. Aujourd'hui, Aziz Goma, un naturalisé irlandais ou bien islandais, il est à son 13e jour de grève de faim aujourd'hui. On lui refuse les soins. 13 jours sans manger. Comme tu as mentionné Aziz, Soins. on va Pourquoi? penser aussi à ce Guadeloupéen aussi, Steve, qui est en prison et que sa famille, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites par différentes personnes qui essaient de couvrir aussi cette situation. Je sais que probablement tu n'as pas beaucoup de détails sur sa détention, mais comment le peuple togolais reçoit ce genre de brimade, même des étrangers qui viennent, qui essayent aussi de prêter main forte à cette bataille de longue haleine face au gouvernement actuel? Ma sœur, rien ne nous étonne au Togo. Plus rien ne nous émeut en fait, parce qu'on a vu toutes sortes de choses avec ce régime-là. Qu'on ait arrêté ce frère-là, moi, ça ne m'a pas étonné et je crains qu'il ne soit jamais relâché. Je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas ma prière. Le gouvernement togolais est le gouvernement le plus impoli de cette terre. Le gouvernement togolais, c'est le gouvernement le plus... Après, vous allez me donner un mot pour qualifier ce gouvernement. C'est qu'il ne respecte rien. Même les institutions internationales, ils ne respectent pas. Décision de CEDEAO, décision de l'Union africaine, peu importe, de l'ONU, parce que l'ONU a déjà ordonné la libération d'Aziz Goma. Jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'a jamais bronché. Il y a l'Irlande qui a dépêché ses membres pour venir pour le cas d'Aziz Goma. Jamais. C'est que le gouvernement togolais est le gouvernement le plus impoli de cette terre-là. Le plus impoli, qui ne respecte rien. Et je ne sais même pas sur quoi ce gouvernement compte pour chier, excusez-moi, sur tout le monde comme ça. Ce Guadeloupéen, j'ai peur pour lui. Il a voulu, il a vu l'état du Togo, il a vu la situation du peuple togolais, il a constaté qu'un humain, un peuple ne doit pas vivre comme ça. Donc son instinct de noir, son instinct patriotique, son instinct de citoyen engagé l'a poussé peut-être à lutter, à prêter main forte au peuple togolais. Et se retrouve dans ce cas aujourd'hui. Et ce régime-là l'a pris pour donner une leçon aux gens. C'est juste pour donner une leçon aux gens que qui que vous soyez, vous venez au Togo faire quoi que ce soit, on vous éteint. Mais j'espère vraiment que ces avocats vont faire ce qu'il faut. Ils vont frapper à toutes les portes possibles pour le faire sortir. Sinon, ce frère-là, soit vous n'allez plus jamais le retrouver, soit vous allez le retrouver malade, torturé. Et ce qui me fait mal, c'est nos avocats. Les gens n'osent pas le dire. C'est vrai qu'ils font de leur possible, mais nos avocats, les avocats du Togo, est-ce que la vie des humains ne valent pas plus que vos honoraires? On est en train de parler de la vie humaine. Et ce n'est même pas que les parents ne donnent pas de l'argent. Si vous pouvez interviewer les prisonniers politiques, ils vous diront combien les familles n'ont pas dépêché pour ces avocats. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Quel rapport ils donnent? Certains, ils ne savent même pas où sont les avocats. Ils ne savent même pas où sont leurs dossiers. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils sont dans le bleu total. Est-ce que ces avocats ne sont pas compétents? Est-ce que ces avocats ne connaissent pas leur boulot? Je sais pas, je comprends pas. Mais je vous en supplie, il faut dépêcher tous les moyens possibles, même les moyens diplomatiques pour sauver ce Guadeloupéen-là. Sinon, vous n'allez plus jamais le retrouver. Parce que Faure Gnassingbé, ces sbires n'ont pas de cœur, ce ne sont pas des humains. Ces gens n'ont égard à personne. Qui que tu sois, ils n'ont égard à personne. Est-ce que vous savez qu'ils font extradier des Togolais qui s'engagent dans l'AES au Togo? Est-ce que vous savez ça? Actuellement, il y a un monsieur, Seigneur, il y a un jeune Togolais. Il ne fait que partie d'un groupe WhatsApp. Il est juste membre d'un groupe WhatsApp de combat, de lutte au Mali. Le gars sort du boulot, il travaille dans une boîte de nuit. Il sort du boulot, on le cagoule. Actuellement, il se retrouve en prison civile de Lomé, sans informer ses parents, sans que personne ne sache où il est, à part nous. Vous imaginez? Qu'est-ce que le Togo a pu dire au Mali? Qu'est-ce que le Togo a pu dire au Mali pour que le Mali laisse le Togo extradier un citoyen qui vient se chercher au Mali? Si le Togo était bon, le jeune homme là ne se serait pas parti au Mali en train de travailler dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que le Togo a pu dire? Même chose pour le Burkina. Qu'est-ce que le Togo a pu dire au Burkina pour que le Burkina laisse Togo extradier les jeunes engagés? Où moi-même je suis ici, je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité parce que avec le Togo, tout est possible. Le Togo, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire de dictature. C'est un laboratoire de coup d'État. C'est un laboratoire de torture. C'est un laboratoire d'arrestation arbitraire. C'est un laboratoire de kidnapping. C'est un laboratoire de tout.
Et il ne faut pas blaguer avec le Togo en ce qui concerne la destruction de la vie humaine. Qu'est-ce que le Togo a pu dire à ces pays pour qu'ils acceptent de leur livrer des citoyens comme ça, alors qu'eux-mêmes ils sont venus au pouvoir par des manifestations, alors qu'eux-mêmes sont venus au pouvoir par la lutte. Qu'est-ce que le Togo a pu dire? Ça reste une question. Ah oui, ça c'est une Il ne faut pas blaguer avec le Togo. Jamais. Il ne faut pas blaguer avec le Togo. Ils n'ont égard à personne et encore moins à la vie humaine. Alors, on va en profiter pour lancer cette question-là au gouvernement de l'AES pour qu'il puisse aussi répondre de ça. Je vais m'assurer que cette question soit portée à leur attention et qu'ils regardent les choses d'une autre manière. Maintenant, ma sœur, malheureusement, nous devons conclure. Et je te remercie vraiment parce que jusqu'ici, mes échanges avec mes invités togolais, c'était surtout de parler de l'atmosphère et du plan politique. Qu'est-ce qui a lieu de penser prochainement pour l'avenir du Togo? Et là, tu as sorti tout ce côté un petit peu, je dirais, caché sous le tapis parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé de ça, on a effleuré. Et là, on a eu beaucoup plus de détails par rapport aux répressions, aux actes répréhensibles en fait contre le peuple togolais. Alors sur ce, je veux vraiment te remercier. Mais maintenant, quelle est ton appréhension? Qu'est-ce que tu prévois, tu conçois pour le peuple togolais? Parce que là, on a vu que si tu es étranger, tu pourrais être arrêté. Donc, tout le monde est mis dans le même lot. Toi, comment tu vois cet avenir-là? Comment tu vois la lutte du peuple togolais? En fait, quand tu veux le voir de façon réelle, tu es désespéré. Tu vois que devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue de secours. Mais c'est ce que je vous ai dit au début. Il n'y a rien. Aucune répression, aucune armée. Il n'y a rien qui peut éteindre les aspirations d'un peuple. Il n'y a pas. C'est que le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé ce qu'on appelle peuple s'est trompé. Mais le Dieu là, il ne se trompe jamais. Il n'y a rien qui peut éteindre les aspirations d'un peuple. C'est là que je veux intervenir le peuple togolais. Aujourd'hui, nous attendons un sauveur. C'est pour ça que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à parler, nous courons tous vers lui. Dès que quelqu'un arrive à parler, nous courons tous. C'est que nous aimons la paternalisation. Nous aimons être paternalisés. Nous aimons être maternalisés. Il faudrait qu'on sorte de là. Que chacun devienne maître de lui-même. Que chacun devienne son propre leader. Et que la lutte devienne un mode de vie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre ce régime, alors que lorsque ce régime vient vers vous avec des t-shirts qui ne sont même pas de qualité, viennent vers vous avec 2000 francs, vous pourrez faire leur besogne. Vous ne pouvez pas avoir gain de cause comme ça. Même en temps de famine, on ne mange pas tout. Quand vous refusez, il faut dire non. La lutte au Togolais doit devenir un mode de vie. Et personne ne viendra nous sauver au Togo. Il n'y a que le peuple togolais qui peut venir à bout, même à main nue, de ce régime-là et de son armée. Donc que chaque peuple togolais devienne conscient de lui, qu'il mette dans sa tête, il n'y aura personne qui viendra nous sauver. Si nous sommes nombreux, nous allons les vaincre. Mais si on dit sortons, il n'y a qu'une minorité qui sort, il n'y a qu'une minorité qui sort. Et tout le Togo n'est pas dans la rue. Non, mais on n'est pas prêt de gagner. Mais moi, je nous encourage. La lutte pour l'indépendance a été plus rude que ça. La lutte pour l'indépendance a été plus corsée que ça. Mais aujourd'hui, nous nous appelons République. Nous avons eu gain de cause. Même si nos pères des indépendances ont été tués, nous pouvons apprendre de leurs histoires. Donc aujourd'hui, nous pouvons venir à bout de Fort Gnassingbé. Nous pouvons venir à bout de la famille Gnassingbé s'inspirer et de ces armées-là. Maintenant, aux femmes de nos corps habillés, vous souffrez plus que nous. Vous souffrez plus que nous. Parlez à vos maris. Si ce pays-là change, ça change pour eux, ça change pour vous et ça change pour nous tous. Nous voulons un Togo sans Fort Gnassingbé. Nous voulons un Togo sans Fort Gnassingbé. Et ce Togo sans Fort Gnassingbé ne se fera pas sans le peuple togolais. Ça ne se fera pas sans tout le peuple togolais. Alors, peuple togolais, debout. Peuple togolais, debout. Et va récupérer ta dignité. Va récupérer ton pays. Va récupérer ta terre. Sinon, ce régime-là, cette famille-là va continuer à briser de génération en génération. Merci, ma soeur. Waouh!
Ah, j'ai l'impression que j'entends nos ancêtres, en fait. Et j'entends le général Sanit Belair. J'entends des femmes qui se sont mises debout. De toute façon, comme on le dit toujours, il n'y a aucune société qui s'est levée sans ces femmes, sans ces hommes. Et donc, on espère le meilleur au peuple togolais. On espère que cette lutte arrive à conclure dans une atmosphère positive où tout le monde, en fait, tout ce peuple-là va pouvoir bénéficier de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut. Alors, ma sœur Emenifa, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais qu'il est tard au Sénégal, mais tu es là et nous t'en remercions. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux partager? Sinon, on va se dire à une prochaine fois parce que je sais que tu vas revenir, vu que cette lutte-là, elle est interminable. Mais oui, j'ai un mot à dire aux femmes togolaises. Les femmes togolaises ont joué un très grand rôle dans la lutte togolaise, surtout dans l'indépendance du Togo. Voilà pourquoi, si vous remarquez notre monument de l'indépendance, il y a une femme à l'intérieur. Ce sont des femmes qui s'étaient levées dans le temps. C'est que l'histoire du Togo ne peut se faire sans la femme togolaise. Quand on parle de Nana Benz, ce n'est pas pour leurs beaux yeux. Si aujourd'hui, Fonya Singbe est en train de mettre feu au marché, c'est parce qu'il a compris que les femmes togolaises possèdent une force. C'est la femme togolaise qui tient l'économie du Togo aujourd'hui. Et la plupart des ménages sont tenus par les femmes togolaises. Sans ces femmes-là, le Togo est à terre. Le régime le sait. Il n'y a que nous, les femmes togolaises, qui ne le savons pas. Voilà pourquoi lorsque nous nous sommes levés ces jours-là, nous faisons beaucoup appel aux mamans. Nous faisons beaucoup appel aux femmes. Donc que la femme togolaise retrouve qui elle était, cette force intérieure-là, cette force divine-là qu'elle avait, hein, c'est que nos parents nous l'ont confié, quoi. Quand tu es noir, tu mets au monde des noirs. Quand tu es albinos ou bien quand tu es blanc, tu mets... Donc, les femmes fortes de ce temps-là nous ont confié leur force. Il ne faut pas qu'on néglige cette force-là que nos mamans avons et que nous continuons de porter entre nous. Que les femmes togolaises se réveillent, que les femmes togolaises se lèvent, que les femmes togolaises se lèvent une bonne fois pour tout pour arracher ce pays-là. Nous avons une force. La femme togolaise a une histoire très forte dans la libération du Togo. Donc, que cette force-là, que ce réveil-là revienne. Et ma prière, c'est que Dieu illumine nos cœurs, hein, illumine le cœur des femmes togolaises pour qu'elles se réveillent de leur sommeil, pour qu'elles se réveillent, hein, de leur nonchalance, se lever et pour une bonne fois, hein, arracher ce pays-là entre les mains de ces démons qui est fort Nyasingbe et ces chants. Vraiment. Emenifa, 1000 fois merci. Je te souhaite le meilleur, beaucoup de courage parce que je suis moi-même militante, donc je sais de quoi tu parles. Et je sens dans tout mon être ta frustration, ton ras-le-bol et surtout ton amour pour ton peuple. Alors, je te souhaite le meilleur. Merci 1000 fois. Merci. Merci à toi, Bansé. Merci, ma chérie. Merci. Alors, je sais que la sœur Emenifa a tout dit. Donc, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Vous avez compris le message. Vous avez compris aussi le ras-le-bol qu'elle a présenté, le ras-le-bol de ce peuple togolais qui se tient debout malgré tout. Nous sommes une chaîne qui est très sérieuse dans son approche. Nous sommes là pour tout le monde et nous n'avons aucun problème à avoir des voix contraires à tout ce qui a été dit. L'essentiel, c'est que tous nos peuples comprennent et soient au courant de ce qui se passe à travers le monde parce que l'avenir de tous nos peuples nous importe beaucoup. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et vous savez quoi faire. On a maintenant les médias sociaux, on peut toujours continuer des luttes et on peut toujours continuer d'épauler des luttes à travers le monde. Parce que il nous faut des peuples éveillés, des peuples réveillés pour que ce monde soit et devienne un monde sûr pour tous les êtres vivants sur cette terre. Alors voilà, merci encore. Comme d'hab, je vous dis tous, Kembe Jam Palage. Bisous, beaucoup d'amour.